Bienvenue à Liège Créative. On va parler aujourd'hui d'urbanisme et plus spécifiquement de mixité de fonctions. Alors ce principe, on va le définir et on va le mettre en évidence en tant que levier d'innovation pour le développement urbain. On verra qu'il y a différentes typologies de mixité et que la mixité vient vraiment adresser différents enjeux liés au développement territorial, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient liés à la pression sur l'urbanisme ou liés à des enjeux économiques. Ces différents enjeux vont être détaillés et illustrés. Alors, la mixité est innovante parce qu'en fait, elle pousse les promoteurs immobiliers à être innovants, mais on verra que ce n'est pas sans difficulté. Nos deux oratrices lèveront ou en tout cas souligneront quelques difficultés qui aujourd'hui posent problème par rapport à cet enjeu, qui sont dues soit à des réglementations urbanistiques qui diffèrent d'ailleurs de ville en ville, on le verra, soit au marché immobilier lui-même, contexte dans lesquels des innovations doivent aussi être apportées pour soulever ces enjeux. Et aujourd'hui, nos deux intervenantes, je vous les présente. Il s'agit de Constance Heutebroek, qui est aujourd'hui à la KUL, je dois être précise, où elle réalise ses recherches postdoctorales, mais elle est docteure de l'Université de Liège et elle garde des liens avec le Lépur, son service d'origine. D'ailleurs, je pense qu'elle a des collègues qui sont connectés. Le Lépur, qui est le laboratoire de recherche à l'Université de Liège, vraiment spécialisé dans les questions liées au développement territorial. Et elle a consacré sa thèse à la question de la gouvernance dans le cadre de projets mixtes, donc vie-travail, au cœur de notre conférence. Elle a étudié plus spécifiquement 3 villes dont elle va rendre compte, Amsterdam, Bruxelles et Stockholm, ce qui permettra de mettre en perspective différentes réalités et d'en tirer des observations. Et avec elle, Géraldine Lacasse. Alors, Géraldine peut nous faire coucou parce que la photo n'était pas tout à fait exacte. C'était une photo de sa collègue, mais voilà, excusez-nous, c'est la mixité. Géraldine est maître architecte au BMA. Donc, elle travaille avec l'équipe du Bouwmeester, maître architecte de la ville de Bruxelles-Capitale, de la région de Bruxelles-Capitale, donc Monsieur Boré. Elle s'y occupe de recherche par le projet. Elle accompagne donc des projets avant l'introduction des demandes de permis. Elle va un peu nous expliquer son rôle, le rôle du BMA à Bruxelles et illustrer ses propos de différents exemples innovants qui pourraient être source d'inspiration, je pense, aussi pour nos territoires. Mais donc moi, pour commencer, je vais d'abord faire une petite introduction du principe de mixité fonctionnelle et puis un peu retracer une perspective historique, mais même de manière plus générale de la production de logements et de la planification urbaine dans les 3 villes que j'ai étudiées pendant ma thèse. Et puis, je parlerai un peu de la gouvernance des projets mixtes, toujours dans ces 3 contextes-là. Donc à la base, moi, je me suis intéressée en fait à l'impact de la flexibilisation du travail, donc suite au développement des technologies de l'information et de la communication et à l'avènement de la nouvelle économie. Donc comment ça avait impacté la production de logements et le développement urbain à travers le concept de mixité logement-travail, au sens où je me suis vraiment focalisée. Voilà, mais je vais définir le concept juste après. Et alors, dès le départ aussi, j'ai voulu mieux comprendre l'impact sur le phénomène de la mixité logement-travail. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une étude comparative de Amsterdam, Bruxelles et Stockholm. Alors, la mixité logement-travail, on peut la définir comme l'interpénétration renouvelée des espaces, des lieux de vie et de travail dans la nouvelle production de logements et le développement urbain. Et alors, c'est un concept qui peut être lié du coup indirectement à la flexibilisation du travail et à l'avènement de l'économie de la connaissance, et puis plus directement à 3 facteurs que sont d'abord l'émergence de nouveaux groupes cibles, comme les jeunes professionnels, puis la restructuration de l'offre de logement, et alors en 3e lieu, l'évolution des stratégies de développement urbain. Et c'est sur ce 3e aspect que je vais me concentrer aujourd'hui, en considérant que finalement, la mixité logement-travail est une forme de mixité fonctionnelle et un outil d'identification urbaine.
Alors, sur le principe, la mixité fonctionnelle consiste à finalement intégrer différents usages, souvent dans des zones bien connectées. Et c'est devenu un principe fondamental de développement urbain, surtout depuis les nouvelles chartes d'Athènes et des modèles urbains tels que le New Urbanism, le Smart Growth ou plus récemment la ville du quart d'heure. Et elle est généralement encouragée pour améliorer la qualité de l'environnement bâti, le contrôle social et stimuler le développement économique, entre autres choses. Maintenant, c'est aussi un principe qui comporte différents risques, dont celui de générer de la gentrification, notamment en chassant les fonctions les plus faibles ou les moins attractives, disons, pour le marché. C'est aussi difficile de mettre en œuvre des principes de mixité fonctionnelle parce que les marchés sont au départ séparés par fonction. Et alors, si on veut créer une mixité verticale, ça peut donner lieu à des divisions de propriétés complexes. Et alors, ce sont aussi des projets qui comportent tout un tas d'incertitudes qui nécessitent d'être appréhendés via de nouveaux modes de gouvernance. Alors, pour un peu mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit la mixité fonctionnelle, il faut l'envisager de pair avec la densification urbaine qui a été encouragée pour faire face à la croissance démographique et lutter contre l'étalement urbain. Et la densification et la mixité ont été utilisées comme moyen pour attirer des travailleurs de l'économie de la connaissance dans des zones hors développement et stimuler la croissance économique dans un contexte de compétitivité accrue. Ces principes s'inscrivent dans une logique de développement polycentrique et surtout dans un discours spatial et économique. Et suivant cette vision, les villes développent aujourd'hui des stratégies d'attractivité qui visent le développement d'aménités urbaines, de nouvelles formes de logement et d'environnements mixtes créatifs. Donc voilà un peu pour le contexte global. Maintenant, je vais rentrer dans la perspective historique et commencer avec Amsterdam, où la production de logements a été marquée par la tradition de logement social, avec toujours plus de 40% de logement social aujourd'hui, qui a été institutionnalisé donc en 1901. Et la production de logement social est devenue vraiment significative dans l'après-guerre, jusqu'à la fin des années 80, où là, par contre, la propriété privée est devenue prioritaire. Et puis alors, après la crise de 2008, là, c'est plutôt le marché locatif privé qui s'est le plus étendu. En termes de planification urbaine, Amsterdam a très tôt bénéficié d'un système d'amphithéose qui lui a permis d'avoir encore aujourd'hui plus de 80% de foncier public, et ça a permis à la ville d'étendre son territoire jusque dans les années 60. Puis après la crise des années 70, les principes de développement polycentrique ont été introduits dans la planification urbaine et les premiers plans de rénovation urbaine ont été mis en place. Et la régénération urbaine a continué dans les années 90 de plus en plus sous forme de partenariats publics-privés et de nouveaux quartiers mixtes ont été développés. Et par contre, après la crise de 2008, la planification urbaine a été décentralisée et rendue plus flexible. Donc, voilà un peu pour l'historique. Alors aujourd'hui, en termes de stratégie, la mixité logement-travail est au cœur de la stratégie de développement urbain, et le plan stratégique désigne notamment des zones vie-travail où la densité et la mixité sont encouragées. Donc, par exemple, sur cette carte-ci, vous voyez les zones de développement économique, avec par exemple les zones créatives, d'économie créative en orange, qui sont principalement situées le long du Ring, et puis alors les zones productives qui sont plutôt en dehors de cœur de ville ou de l'autre côté du fleuve. Et alors, un des défis, c'est de rendre ces zones en redéveloppement, donc au-delà du Ring, attractives pour le logement. Alors, depuis que j'ai terminé ma thèse, cette stratégie-là a été actualisée dans une nouvelle vision environnementale que du coup, j'avoue, je n'ai pas étudiée en profondeur, mais ce qu'on voit quand même sur cette carte-ci, par exemple, c'est que la définition
de quartiers mixtes est resté, mais il y a de nouvelles zones qui sont apparues, comme par exemple des hubs circulaires ou énergie. Et alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que la nouvelle vision stratégique fournit des visions 3D des différents types de quartiers urbains que la ville souhaite développer. Alors, si je passe maintenant à Bruxelles, mais là, comme vous le savez certainement, la production de logements était marquée par très tôt un soutien à la propriété privée. Et malgré la création d'une société de logement social juste après la Première Guerre mondiale, c'est un segment qui est resté marginal jusqu'à aujourd'hui, avec à peine 7% de logement social à Bruxelles. Par contre, la propriété privée s'est développée massivement dans l'après-guerre, ce qui a contribué à l'étalement urbain et à la dépopulation de Bruxelles. Et c'est seulement après la création de la région de Bruxelles-Capitale que les premiers plans de revitalisation urbaine ont été mis en place pour notamment ramener la population au centre. Puis des outils tels que le logement conventionné ont été créés et de plus en plus intégrés à des projets pilotes mixtes. En termes de planification urbaine, donc contrairement à Amsterdam, à Bruxelles, l'extension des limites de la ville était gelée pour différentes raisons, ce qui a contribué à l'exode urbain dans l'entre-deux-guerres. Et puis alors, dans l'après-guerre, Bruxelles a développé énormément d'infrastructures pour l'exposition universelle de 58, les institutions européennes, mais ce n'est que dans les années 60 qu'on a enfin eu un cadre légal pour la planification urbaine, qui malheureusement à Bruxelles a été notamment utilisé pour exproprier et démolir d'anciens quartiers et construire des quartiers monofonctionnels de bureaux. Et puis alors, depuis le début des années 2000, là par contre, il y a tous les instruments régionaux, dont le plan d'affectation du sol, le plan régional de développement durable, qui ont été progressivement mis en place, et la mixité fonctionnelle a alors été intégrée à la rénovation urbaine. Alors, comme à Amsterdam, la stratégie qui est développée dans le PRDD accorde une grande place à la mixité fonctionnelle, mais ici dans des pôles de développement prioritaires et en particulier dans la zone du Canal. Le PRDD a été pas mal influencé par la création des émus pour le presse démographique, où l'idée c'était notamment d'ouvrir d'anciennes zones industrielles à la production de logements combinée à des activités productives. Mais ça, Géraldine, je pense, vous en reparlera plus en détail. Et alors, si je termine toujours pour la partie historique avec Stockholm, là, c'est un cas assez particulier parce que la production de logements en Suède a été marquée par le logement coopératif qui a été créé dans les années 20. Et puis alors, dans les années 30, on a créé les sociétés municipales de logement public, donc en charge de développer du logement locatif public. Et ces sociétés ont été utilisées après la Seconde Guerre mondiale pour vraiment créer un modèle de logement pour tous qui restera dans toute la période d'après-guerre. Et un des moments cruciaux, une des concrétisations cruciales de cette idéologie-là, c'est ce qu'on a appelé le Million Homes Program, où l'idée, c'était sur une période de 10 ans de construire 1 million de logements. Et ça a été traduit dans des grands ensembles standardisés de logements qui ont encore... ça crée tout un héritage historique qui a encore une influence aujourd'hui. Mais par contre, la Suède a été touchée par une grosse crise économique et politique dans les années 90 qui a été suivie par le déclin du logement public. Et alors aujourd'hui, les sociétés municipales de logement sont soumises aux lois du marché et le pays fait face à une crise du logement sans précédent. Alors, en termes de planification urbaine, contrairement à Amsterdam, elle a été décentralisée très tôt mais par contre, le même phénomène d'expansion urbaine via des développements résidentiels dans des nouvelles banlieues mixtes a eu lieu. Enfin, ça, c'est vraiment un gros point commun entre les deux villes. Et alors, oui. Et puis alors, par contre, je vais aller directement à la crise des années 90, là, la planification urbaine est devenue plus
oui, on est passé à un mode de planification contractuelle où les projets sont de plus en plus le résultat de négociations en amont avec les investisseurs et les développeurs, ce qui a été fort critiqué voilà, pour manque de transparence. Au niveau stratégique, donc là, elle est reprise à Stockholm dans ce qui s'appelle le plan de ville global, qui, à Stockholm, vise l'expansion urbaine à travers la définition de focus areas, de connexions stratégiques et de zones de densification et d'expansion. Donc, l'idée est de concentrer la production de logements, de commodités, de services et d'espaces de travail dans ces zones focus. Et alors, les objectifs de production de logements sont ouvertement justifiés dans le document pour leur rôle dans la croissance économique et l'attractivité urbaine. Donc, si on va maintenant à la comparaison des trois villes, donc dans tous les cas, le logement joue un rôle central dans le développement territorial et économique, mais par contre, chaque ville soutient des secteurs économiques spécifiques qui illustrent des différences de discours. Donc, à Bruxelles, on est globalement plutôt sur un discours de la ville productive en réponse aux problèmes socio-économiques qui ont émergé après la désindustrialisation. La production de logements est marquée par une dépendance historique au marché, mais par contre, on a de plus en plus de projets mixtes qui comprennent du logement conventionné et qui sont développés en partenariat, en PPP avec CityDev. Et alors, de nouveaux acteurs et outils ont été créés pour améliorer la capacité de gouvernance des autorités régionales. Maintenant, par contre, au niveau de la mixité, elle a vraiment été introduite dans les projets seulement depuis les programmes de revitalisation des années 90. Ensuite, du côté d'Amsterdam, on est plus sur un discours de la ville créative où c'est surtout l'économie de la connaissance qui est encouragée et le logement qui est un véritable outil de développement, surtout dans les zones mixtes. Là, la production de logements est donc partagée entre le secteur privé et les corporations de logement social qui collaborent sur certains types de mixité. Et alors, l'évolution de la production de logements a été marquée par la planification urbaine, aussi par un processus de marchandisation qui est visible à la fois d'abord dans le switch vers la promotion de la propriété privée dans les années 90 et puis plus récemment la flexibilisation de la planification urbaine. Et alors, pour terminer avec Stockholm, là, on est plutôt sur un discours qui repose sur la compétitivité où la pénurie de logements est vue comme une barrière à la croissance économique. Et alors, si même la production de logements est en partie générées par les coopératives et les sociétés de logement public, mais elles sont aujourd'hui orientées vers le marché et se shiftent vers le marché ainsi que la planification contractuelle sont aussi d'autres illustrations d'un phénomène de marchandisation. Alors, à Amsterdam et à Stockholm, la mixité était déjà intégrée dans les nouvelles banlieues mixtes qui ont été développées dans l'après-guerre et cette logique continue à être utilisée aujourd'hui, par exemple, dans les focus areas que je viens de montrer sur le plan stratégique de Stockholm. Donc, il y a tout un héritage historique qu'on voit encore dans les stratégies qui sont développées actuellement. Donc voilà un peu pour la partie plus générale. Maintenant, je vais passer à la gouvernance des projets mixtes. Moi, à la base, dans ma recherche doctorale, j'avais étudié 3 types de mixité logement-travail, mais forcément, pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur des projets où on a une mixité de logements et d'activités économiques qui sont réalisés plutôt à l'échelle de l'îlot ou d'un quartier. Donc, ce sont généralement des projets qui rassemblent des fonctions qui étaient séparées au préalable et ou qui sont le résultat de modes de gouvernance spécifiques. Et j'ai repris cette citation d'une personne rencontrée chez CityDev qui expliquait bien que le fait de combiner des logements et des activités productives demandait une autre manière de concevoir et donc aussi de gouverner les projets. Alors, l'analyse comparative a permis de mettre en évidence différentes directions prises dans chaque ville qui reflètent des divergences par rapport à la nature de ce que les composantes vie et travail devraient être.
Au niveau des acteurs, donc le soutien public à ces projets est essentiel, mais il varie localement suivant les régimes de planification. Donc à Bruxelles, le fait qu'on avait à la base une fragmentation institutionnelle assez marquée, une complexité institutionnelle, du coup, de nouveaux acteurs ont été nécessaires pour améliorer la gouvernance urbaine. Et par contre, à Amsterdam et Stockholm, on avait historiquement une planification active et une centralisation des ressources, mais toujours est-il que les deux communes ont de plus en plus besoin de consultants externes et d'intermédiaires pour mettre en œuvre les projets mixtes. Alors, un point commun, par contre, entre Bruxelles et Amsterdam, c'était l'implication étroite du maître architecte, qui reflétait du coup le besoin d'une planification orientée conception et l'importance d'une conception de qualité dans les projets mixtes. Au niveau du secteur privé, il s'avère plutôt réticent au final à mixer les fonctions et a tendance à se concentrer sur la fonction résidentielle, en tout cas les fonctions fortes. Et alors, les promoteurs et investisseurs aussi ont tendance à se focaliser sur des groupes cibles qui sont les plus susceptibles de s'installer comme pionniers dans des zones qui étaient à la base pas résidentielles, et donc pas toujours spécialement sur les groupes qui ont le plus besoin de logements. Et alors aussi, pour les projets que j'ai étudiés dans ce type-là de mixité, on voit qu'il n'y a pas de, en tout cas dans les projets que j'ai étudiés, pas de société de logement social ou public impliquée, ce qui est aussi cohérent avec une certaine tendance à peut-être négliger des ménages à plus bas revenus dans ce type de projet. Au niveau des instruments de planification, donc les acteurs ont tendance à créer des visions locales sur mesure. Par exemple, à Amsterdam, ils ont coécrit une vision locale avec un ensemble de guidelines et de règles pour redévelopper 2 macro-îlots dans une ancienne zone de bureau. Et alors, les acteurs utilisent aussi les instruments existants de manière stratégique, comme ça a été par exemple le cas dans un des projets étudiés avec le permis de lotir à Bruxelles. Et donc, ces choix d'instruments et le comportement des acteurs illustrent des variantes de planification stratégique qui sont plutôt de l'ordre de la planification contractuelle à Amsterdam et Stockholm et de la planification incrémentale à Bruxelles. Mais par contre, ces instruments peuvent entrer en conflit avec les régulations existantes, comme ça a été le cas avec le permis d'urbanisme à Bruxelles, qui ne permettait pas la flexibilité requise dans les projets étudiés. Oui, et donc les acteurs, par contre, dans chaque projet, collaborent de manière assez précoce pour construire du consensus. Et par exemple, à Amsterdam, cette collaboration reposait sur le principe nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et impliquait de trouver un équilibre adéquat entre règles et bonnes pratiques flexibles. Et cette collaboration repose aussi sur un intérêt commun à améliorer l'attractivité résidentielle d'une localisation spécifique, que ce soit une ancienne zone de bureau ou une zone industrielle. Et j'ai repris ici sur le slide l'exemple d'une zone qu'on pourrait qualifier d'un peu open départ industriel, mais est devenue un hub créatif et a donc généré de plus en plus d'intérêt au niveau des promoteurs immobiliers. Maintenant, il y a malgré tout des divergences liées à la nature de la mixité à atteindre qui a affecté le processus de mise en œuvre, surtout dans les cas étudiés à Amsterdam et à Bruxelles. Et alors, dans tous les cas, on remarque des difficultés à atteindre une planification effective. Alors, je vais juste encore illustrer avec toujours l'exemple de Stockholm que vous voyez au slide précédent, qui est quand même un exemple assez innovant, où en fait, donc c'est l'ancien site d'Ericsson au sud de Stockholm, et vous avez un ancien bâtiment qui est classé, où dans les étages, l'idée est de développer des studios pour jeunes adultes avec des espaces partagés. Et au rez-de-chaussée, par contre, là, ce sont des logements combo qui s'appellent ça, où il y aura un logement au rez-de-chaussée qui sera combiné à un atelier en sous-sol pour développer des activités productives.
Sur une partie du rez, il y a aussi des commerces qui sont prévus. Et alors, au sous-sol, tout un hub de mobilité avec notamment un atelier pour réparation vélo, de l'Oreca, etc. Et alors, au niveau du montage de projet, ce sont 2 propriétaires différents. Donc, un pour la partie logement et commerce et l'autre pour toute la partie hub de mobilité. Et donc, c'est une division de propriété assez imbriquée, une division de propriété 3D qu'on appelle ça, et qui a aussi généré tout un tas de difficultés aux différentes étapes du projet pour coordonner les différentes phases entre les différents propriétaires. Donc, je vais juste faire un petit récapitulatif des observations pour terminer en matière de gouvernance. Donc, de manière générale, les autorités locales soutiennent toutes les formes de mixité logement-travail, et donc a fortiori de mixité fonctionnelle, en jouant éventuellement un rôle entrepreneurial et en développant parfois des capacités de gouvernance inattendues. Le secteur privé joue également un rôle stratégique dans l'implémentation des projets mixtes, mais il tend à se focaliser par contre sur le logement, et ces acteurs sont évidemment amenés à collaborer étroitement, ce qui crée des dépendances mutuelles. Au niveau de la recherche de consensus, elle est motivée par un intérêt commun à rendre des zones spécifiques attractives, mais elle peut se heurter, comme je viens d'expliquer, à des visions divergentes par rapport à un type d'activité à développer, par exemple. Et alors, pour les projets mixtes donc situés dans des zones en redéveloppement, le logement reste la fonction forte et est utilisé pour réduire les risques. Maintenant, par contre, dans chaque contexte, le type de logement qui est développé est influencé par l'historique en matière de production de logement. La localisation du type de projet et la nature de la mixité visée dépendent aussi des capacités de gouvernance locale, du contexte économique et du contexte de planification urbaine. Mais par contre, ce qui manque dans tous les contextes étudiés, ce sont des acteurs et des outils spécialisés pour gérer les espaces de travail et les activités économiques émergentes, ce qui pourrait, à mon sens, aider à dérisquer certaines fonctions plus incertaines et à stimuler l'innovation. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Donc pour ceux qui seraient intéressés d'aller plus loin par rapport à cette thématique-là, il y a un article avec Jacques Teller, qui était mon promoteur, et Hilde Ramoy, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et si vous n'y avez pas accès, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, j'ai terminé, je vais arrêter le partage. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc, dans la continuité de l'exposé de Constance, donc je vais aborder bien sûr le sujet de la mixité fonctionnelle, innovante, principalement à Bruxelles et à travers des projets que le Bouwmeester Architect a accompagnés. Donc, je fais partie de l'équipe du Bouwmeester Architect. Je suis de formation architecte et urbaniste avec une spécialisation en immobilier. Et en parallèle de mon travail au BMA, je suis également assistante à la faculté d'architecture de l'ULB, principalement pour des matières liées à l'urbanisme opérationnel. Tout ça pour dire que je ne suis pas chercheuse ni économiste. Donc, l'exposé que je vais vous présenter est un exposé, comme l'a dit Delphine, d'acteurs de terrain et qui contient peu, il y a sans doute quelques essais, mais qui contient peu de regards réflexifs. C'est toujours intéressant parce que les exposés permettent aussi de développer, en tout cas, un petit regard réflexif sur la pratique au quotidien. Donc, je suis contente d'avoir eu l'opportunité de pouvoir faire ça. Moi, je suis au BMA depuis 5 ans. Avant ça, j'ai travaillé pour Charleroi Bouwmeester, donc je connais un petit peu le contexte wallon. Et avant ça, j'ai travaillé pour des bureaux d'architecture et d'urbanisme principalement basés à Bruxelles, mais travaillant dans le contexte bruxellois, région flamande et en France. Voilà. Alors, je vais introduire brièvement la slide suivante. Voilà. La fonction du Bouwmeester, parce que je pense qu'elle intéresse quand même un petit peu la région wallonne, même si elle n'est pas encore mise sur pied. C'est une fonction en fait qui provient des Pays-Bas.
qui a été créé au 19e siècle, et donc qui s'appelle là-bas Rijksbouwmeester. En Belgique, on a créé la fonction il y a plus ou moins 20 ans, et donc c'est la région flamande qui a installé un bouwmeester en premier en Belgique. C'est suivi par la création d'un bouwmeester de ville, donc d'un maître architecte de ville, un stadsbouwmeester à Anvers, un an plus tard. 7 ans plus tard, la Fédération Wallonie-Bruxelles a créé quelque chose de similaire, donc la cellule architecture. En 2009 a été créé le bouwmeester maître architecte bruxellois, donc pour lequel je travaille. En 2013 a été créé Charleroi Bouwmeester, pour lequel j'ai travaillé. Et en 2017, donc le plus récent, est le bouwmeester de la ville de Gand. Il y a une petite différence entre les bouwmeesters dans le sens où un bouwmeester qui travaille à l'échelle d'une région ne traite pas du tout les mêmes enjeux que celui qui travaille à l'échelle d'une ville. Donc nous, Bruxelles est une ville-région, mais bien sûr, on traite plus d'enjeux liés à l'urbanité que d'enjeux territoriaux. Voilà. Qui sont les bouwmeesters? Le premier bouwmeester était Olivier Bastin, donc c'est lui qui a réellement défriché la mission à Bruxelles. Le deuxième mandat a été remporté d'une certaine manière, c'est un marché public, par Christiane Borret, qui a repostulé à son job en fait il y a 2 ans et qui a remporté le marché à nouveau. Voilà. Quelle est la mission du bouwmeester? Donc, le bouwmeester et son équipe, ou le maître architecte, on dit souvent bouwmeester, mais je peux aussi utiliser maître architecte, et son équipe ont pour mission de stimuler la qualité spatiale des projets urbains à Bruxelles dans une position indépendante. Ça fait beaucoup de mots-clés, mais ils sont importants. Donc, stimuler, il n'y a pas un moyen unique de stimuler la qualité des projets. Il y a plusieurs moyens, donc ça, on le verra, les différents outils du bouwmeester. Spatial, parce qu'on ne s'adresse pas simplement à l'architecture, mais aussi à l'urbanisme, aux infrastructures, aux espaces publics et aux paysages. Urbain, j'en ai déjà parlé, donc on traite plutôt des enjeux urbains, d'intégration dans le tissu urbain, de compacité, de superposition des fonctions, d'utilisation parcimonieuse du sol, donc des enjeux de réduction de l'emprise au sol des projets. À Bruxelles, notre territoire, qui est limité à la région bruxelloise, et dans une position indépendante. Donc, le bouwmeester et son équipe rencontrent directement le gouvernement et le bouwmeester lui-même est indépendant. On a 4 outils principaux, les concours, la recherche par le projet, l'avis de qualité et puis la communication. Les concours, c'est l'outil principal du bouwmeester. Donc, le bouwmeester accompagne les maîtres d'ouvrage publics. Donc ça, c'était le premier mandat, mais aussi privé maintenant, avec le deuxième mandat et l'installation de Christiane Borret comme bouwmeester. Donc les concours, c'est bien sûr la mise en concurrence d'auteurs de projets pour aller chercher le meilleur projet, la meilleure réponse à une question posée, à une question précise posée. Donc on accompagne toute la procédure. Nous, on pense qu'un bon programme, une bonne procédure et un bon jury ou un bon comité d'avis permettent d'avoir les ingrédients pour atteindre le meilleur projet possible. On défend les procédures en 2 phases, une première phase de candidature, une seconde phase d'offre. Et donc, le deuxième BMA, Christiane, a étendu ce principe de mise en concurrence aux développeurs privés. J'y reviendrai un petit peu par la suite, mais ça permet déjà d'introduire aussi un petit peu l'exposé, dans le sens où les projets que je vais vous présenter par la suite sont des projets en fait principalement privés pour lesquels on a accompagné le développeur dans une procédure de concours. Et pourquoi les promoteurs privés? Parce qu'ils sont responsables aussi d'une grande partie de la production immobilière, et donc si on veut avoir un impact sur la qualité spatiale des projets, il y a aussi ce secteur-là en fait avec lequel travailler. Et d'autant plus sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui de la mixité fonctionnelle. Constance en a déjà parlé, des promoteurs en fait privés en tout cas, c'est peut-être un peu différent dans le public, mais sont souvent spécialisés dans un secteur en particulier, le logement, le bureau, le commerce. Mais jusqu'à présent, ça commence à changer,
les pratiques changent, mais jusqu'à présent, ils étaient spécialisés dans un secteur et donc très peureux et très frileux de prendre des risques de développer des projets mixtes et donc d'autres secteurs également, mais on y reviendra. Donc le concours était aussi intéressant pour apporter des réponses par rapport à une obligation de projets mixtes à développer par des promoteurs privés. Voilà, le deuxième outil est la recherche par le projet. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, j'ai été recrutée dans l'équipe du Baumeister pour, on va dire, mettre sur pied cette cellule de recherche par le projet dans le cadre, et j'y reviendrai aussi, de la mise en œuvre du plan Canal. La recherche par le projet, en 2 mots, c'est la capacité en interne d'une équipe d'utiliser les outils de l'architecte, de l'urbaniste pour stimuler la qualité spatiale. Donc, on a des programmes de dessin, on dessine, on schématise, on teste des programmes pour un site donné, on réfléchit à d'autres implantations ou à d'autres gabarits pour un projet. Donc, on parle le langage de l'architecte, en fait, et on pense que c'est un des moyens de stimuler cette qualité architecturale. Le troisième outil est l'avis de qualité, donc l'avis BMA. Le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le COBAT, a été réformé il y a 2 ans et a introduit le BMA dans les outils réglementaires, dans le sens où le BMA doit donner son avis sur tous les projets de plus de 5000 m² en amont de la demande de permis. Alors, en amont, c'est un terme qu'on apprécie au BMA dans le sens où également on pense qu'au plus le projet est accompagné en amont, même avant le projet, au mieux la proposition finale et donc la qualité sera. Donc, on prône pour un travail en amont sur tous les projets accompagnés. Le quatrième outil est la communication. Donc, on a également les questions de transparence, de communication vis-à-vis du choix des projets, d'argumentation, mais aussi de sensibilisation par rapport à la qualité spatiale. Voilà. Le BMA a une série d'outils, je viens de les expliquer. Il y a aussi des thématiques. Je ne vais pas toutes les expliquer, je vais expliquer celles qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est celle de la ville productive. On en a déjà entendu parler, effectivement. Le concept de la ville productive, c'est effectivement le maintien en ville d'activités productives, d'activités économiques. Pour quelles raisons? D'une part, pour avoir une économie diversifiée et donc résiliente. On sait que Bruxelles a été conçue comme une ville tertiaire avec beaucoup d'emplois de bureaux ou d'emplois indirects liés à cette économie tertiaire. On pense qu'une économie diversifiée va aussi permettre de créer d'autres types d'emplois dans d'autres parties de la ville et donc que c'est bon pour l'économie urbaine. Bien sûr, jusqu'à présent, l'économie qui prenait place en ville était une économie entre guillemets peu urbaine, dans le sens où les zones où s'implantaient ces activités, donc principalement dans des zones monofonctionnelles, ont une typologie, certaines l'ont encore, d'autres sont en train d'évoluer, on le verra aussi, très périphérique. Un hangar, du parking autour, un étage, peut-être 2 s'il y a des bureaux, une grande emprise au sol. Voilà, c'est un modèle qu'il faut aussi accompagner dans son intégration urbaine. Donc, le défi de les maintenir, mais en même temps de les intégrer au niveau urbain. Voilà, il y a un constat qui était assez parlant, assez flagrant, qu'a soulevé CityDev. C'est le chiffre des mètres carrés dédiés aux ateliers et aux dépôts à Bruxelles. Donc, ce n'est pas l'industrie, ce n'est pas l'activité productive dans son ensemble, juste les ateliers et les dépôts. En 2004, il était de 438 000 m². En 2008, il était de 217 000 m². Donc, il y a une diminution de 50%, qui est une diminution assez importante. Et donc, qui est une preuve dans ce sens que les activités productives économiques, on le sait, quittent la ville, quittent Bruxelles, que ce soit pour l'autre bout du monde, une délocalisation assez forte, ou pour des espaces un peu plus en périphérie, moins chers, où il y a plus de place, où on n'est pas contraint par cette situation de Bruxelles aussi, hein, qui est assez caractéristique, qui est une ville-région avec un périmètre, avec une surface très restreinte.
Peut-être juste pour en parler maintenant, donc CityDev, et Constance en a parlé également, CityDev est un des acteurs à Bruxelles de la mixité. Donc c'est un acteur qui a même été créé avant la création de la région bruxelloise, qui avait comme première mission donc le maintien d'espaces, de terrains, de fonciers pour permettre les activités économiques, qui a une deuxième mission de rénovation urbaine et qui a une troisième mission de quartier mixte, qui couple en fait ces deux premières missions. Et donc c'est un acteur très important dans le développement de ces projets mixtes à Bruxelles. Les causes, on en a déjà un peu parlé, mais les raisons de cette disparition des activités économiques, bien sûr le coût du foncier, la pression face aux fonctions fortes telles que le logement aujourd'hui, les nuisances que ces activités génèrent dans le quartier, mais aussi l'expansion difficile. Donc, une activité économique aime aussi pouvoir se projeter dans l'avenir et savoir qu'il y a une expansion qui est possible. Dans le contexte bruxellois, c'est compliqué. Et la congestion automobile, mais qui est encore sans doute un autre sujet. Ça, c'est un premier constat. Les activités économiques qui quittent la ville. Et puis, un deuxième constat quand on regarde à l'échelle européenne. Donc, il y a toute une série de villes. Donc ici, ce sont les villes de Lyon, Hambourg, Anvers et Copenhague. On voit qu'elles ont revalorisé leur friche industrielle en Bordeaux, recréé de nouveaux quartiers avec beaucoup de logements, du commerce, quelques équipements, des nouveaux espaces publics, le tout très attractif. Mais le constat qu'on fait, nous, c'est que, en fait, il manque toujours une fonction qui est la fonction productive, la fonction économique, la fonction qui est un peu nuisante, un peu sale, qui prend de l'espace, qui n'est pas rentable, et donc qu'on met de côté, qu'on renvoie en périphérie ou ailleurs. À Bruxelles, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est un peu en retard en termes de développement urbain. Donc, on n'a pas reconverti encore, ou en tout cas à ce stade-là, nos friches industrielles en Bordeaux. Et donc, c'est une chance, d'une certaine manière, de corriger ce que nous, on considère comme des erreurs dans les premiers redéveloppements urbains. Donc, ça, c'est un deuxième constat. Après, se pose la question, bien sûr, de quel type d'activité on veut. Je l'ai dit dans l'introduction, on n'est pas économiste, on est architecte et urbaniste, et donc on se focalise en priorité sur le maintien et la création d'espaces avec des grandes hauteurs sous plafond, avec des surfaces suffisantes. Ce que j'ai oublié de mentionner concernant, je reviens juste sur la slide rapidement, cette diminution de mètres carrés, elle concerne principalement les espaces en location et les grands espaces de plus de 5000 mètres carrés. Donc, on sait que la ville, le parcellaire se fragmente, les espaces se fragmentent petit à petit, les grands espaces dédiés aux activités économiques disparaissent. Or, il y a quand même un besoin d'avoir de grands espaces. Donc, quel type d'espace? Nous, on se concentre sur des caractéristiques spatiales, hauteur sous plafond, un certain dimensionnement, une flexibilité, des questions d'accès, de visibilité, d'activation des rez-de-chaussée. Ce qu'on voit ici sur la couverture du livre, c'est un Makers of East London. Donc, Makers, c'est aussi le terme pour parler de toute cette activité productive ou économique, mais plutôt lié à de l'artisanat, sans doute pas très nuisant, qui n'a sans doute pas besoin de beaucoup de place. Bien sûr, il faut maintenir de l'espace en ville pour ces activités, mais ces activités-là trouvent encore facilement leur chemin en ville. Dans des rez-de-chaussée, ils ont besoin de moins d'espace, etc. Le défi pour nous, c'est plutôt de maintenir et de créer des espaces pour des activités qui sont plus nuisantes, plus sales, qui ont besoin de plus de mètres carrés. C'est plus compliqué, ça demande beaucoup de travail, surtout pour convaincre en fait les maîtres d'ouvrage d'inclure ce type de programme dans leur production immobilière. Mais donc, ça peut être un garagiste, c'est aussi une centrale à béton, parce qu'on sait que le béton il doit être produit à proximité des chantiers et que Bruxelles regorge de chantiers. Donc, une centrale à béton est légitime pour nous en ville, mais aussi l'atelier et le stock d'un plombier qui répare la ville, qui répare les tuyaux de la ville, mais qui doit peut-être sortir de la ville pour aller dans son stock chercher des pièces et revenir en ville. Donc voilà, nous on pense qu'il faut garder, une ville doit être complète et donc il faut garder des espaces pour ces activités en ville.
Il faut aussi, bien sûr, faire de la place pour, et Constance l'a mentionné, la next economy, la nouvelle économie, celle qui arrive, qui est sans doute plus durable, plus locale, et qu'on connaît peut-être pas tellement encore, mais c'est important de garder de la place pour permettre son émergence également. On est heureux à Bruxelles puisque, oui, certes, on a un retard en termes de développement urbain, mais cette thématique, en tout cas, d'avoir une ville complète en termes d'activité et donc une économie diversifiée, est sur l'agenda politique depuis quelques années. C'est notamment en lien avec l'évolution du cadre réglementaire et stratégique vers lequel j'arrive. Donc, il y a toute une série de recherches qui ont été mises en place et financées par la région au sujet de la ville productive et du maintien des activités économiques et de la mixité, en fait, en ville. Ici, on passe au cadre réglementaire qui a permis ou obligé récemment la mixité fonctionnelle à Bruxelles. Donc, ça part de plusieurs constats, des prévisions démographiques du Bureau du Plan qui donc, prévoyait une augmentation de 180 000 habitants en 10 ans, donc 18 000 habitants par an, avec une progression continue jusqu'à 2040. C'était une progression de 17% par rapport à 2010. Aujourd'hui, ces prévisions-là démographiques se sont atténuées. Bon, à l'époque, il y avait cette prévision de boom démographique assez important. En parallèle de ce boom démographique, 40 000 ménages sur une liste d'attente pour du logement social, donc ce qui est assez énorme. Et c'est un manque qui n'est toujours pas comblé aujourd'hui. Et une production de logements qui était, donc il y a 10 ans, de plus ou moins 4 400 logements par an. Donc on voit qu'il y a un gap assez énorme à couvrir entre les prévisions démographiques et la production actuelle. En tout cas, il y a 10 ans. En parallèle donc pour répondre à cet enjeu de pénurie de logements et de boom démographique, la région a décidé de revoir son PRAS. Le PRAS, c'est le plan de secteur bruxellois. Il a été créé en 2001. Et donc, en 2011, la région a commencé des recherches exploratoires pour voir un petit peu où il était possible de construire du logement, d'ajouter du logement à Bruxelles, en fait. Et donc, la solution retenue, enfin, une des solutions retenues a été de créer une nouvelle zone, la ZEMU, la zone d'entreprise en milieu urbain. C'est une zone qui, en fait, pour la plupart, étaient des zones d'industrie en milieu urbain, donc des zones monofonctionnelles, avec, j'en ai déjà parlé, mais une typologie très périphérique. Donc, c'est les zones qu'on voit ici je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est les zones qu'on voit ici en mauve clair et qui à droite en pôle. D'anciennes zones industrielles monofonctionnelles, typologie très périphérique et donc non plus adaptée non plus à ce contexte urbain, très peu dense, une boîte à chaussures, du parking autour, pas de superposition de fonctions, pas de tentative de compacité, etc. Elles ont été choisies, donc il reste des ZIU, des zones monofonctionnelles, mais la plupart ont été converties en ZEMU. Converti en ZEMU, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde la vocation économique de la zone, mais qu'on permet d'y introduire accessoirement en fait, du logement. La région a décidé de 6 pôles ZEMU, qu'on retrouve sur la carte ici, dont 3. Le canal n'est pas très visible, mais 3 qui sont en bordure du canal. Je reviendrai un petit peu sur le canal ensuite. Et oui. Et donc, cette modification a été adoptée en 2013. La prescription de la ZEMU, je ne vais pas vous la lire, mais elle fait la distinction entre les projets de moins de 10 000 m² et de plus de 10 000 m². Les projets de plus de 10 000 m², il y a une obligation de mixité fonctionnelle, dans le sens où, d'une part, l'équivalent de 90% de l'emprise au sol du projet doit être des activités productives. En premier lieu, c'est la fonction primaire de la prescription.
Et en parallèle de ça, 40%, minimum 40% de la surface planchée doit être du logement. C'est la première fois qu'il y a une obligation de mixité fonctionnelle réelle dans les prescriptions. Sauf qu'on a commencé à en parler un petit peu dans les questions. Et j'y reviendrai peut-être quand on passera au point projet. La plupart des acteurs qui sont positionnés sur les terrains qui ont été créés en ZEMU, qui sont devenus ZEMU, sont des acteurs de la production résidentielle, des acteurs privés qui produisent du logement, et donc ont été un petit peu décontenancés face à cette obligation de mixité, et notamment de mixité, mais pas commerce, idéalement, mixité, activité productive, qui rajoute une couche de complexité dans l'équation. Concernant le cadre stratégique, la déclaration de politique régionale en 2019 a défini une série de zones stratégiques et notamment la zone du Canal. La zone du Canal, on la revoit ici, c'est une zone qui traverse du nord au sud la région bruxelloise sur 14 km. Sa superficie est de plus ou moins 1000 hectares. C'est une zone qui est en fait l'ancien lit de la vallée de la Seine, l'ancien lit de la rivière Seine qui a disparu, dans laquelle on a ouvert le canal, qui est devenu une zone industrielle. Ensuite, le déclin industriel, comme partout, est passé par là. Il y a eu un regain d'intérêt avec quelques projets ponctuels, des projets FEDER, des projets liés à des contrats de quartier. Et puis, en 2011-2012, donc c'est parallèle à la modification du PRAS en PRAS démographique, le gouvernement bruxellois a décidé d'élaborer un plan canal. Donc, pour le faire, il a missionné Alexandre Chemetov, qui est un architecte urbaniste français, qui a élaboré une vision de laquelle a été extraite quelques principes. Et ensuite, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre ce plan canal. Et pour mettre en œuvre ce plan canal, il a décidé de composer une équipe dédiée, une équipe transversale, j'y reviendrai brièvement, pour la mise en œuvre du plan canal avec une méthode particulière d'urbanisme négocié, de co-construction de projets. Donc, il n'y a pas un plan figé, mais des principes qui sont appliqués sur mesure via l'accompagnement de chaque projet dans le territoire du canal. Les principes, ce sont les suivants: le maintien des activités productives, la création de logements accessibles, la création d'espaces publics de qualité. La zone du canal est une zone dans laquelle il manque en fait de tout ça, et le développement d'une mixité fonctionnelle et d'une cohabitation harmonieuse des différentes fonctions. L'équipe Canal qui a été mise en place était une nouveauté en termes de gouvernance urbaine à Bruxelles, dans le sens où c'est une équipe qui regroupe différents organismes bruxellois au sein d'une même équipe, donc le BMA, mais aussi Perspective pour la planification, la SAU pour la coordination et Urban pour l'instruction des demandes de permis. Et donc cette équipe se regroupait et accompagnait tous les projets, que ce soit de maîtrise d'ouvrage privée ou publique, des projets dans la zone du canal. Je reviens rapidement sur les outils du BMA. Le BMA a... donc, tous les projets que je présente sont des projets privés qui ont fait l'accompagnement, qui ont fait l'objet d'un accompagnement équipe canal, mais qui ont aussi fait l'objet d'un concours organisé par le BMA spécifiquement pour les développeurs privés. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre d'un marché public, mais c'est une procédure qui est inspirée, bien sûr, de la procédure de marché public et appliquée aux développeurs privés. C'est un deuxième apport du BMA, j'en ai déjà parlé, et ça a vraiment été un outil qui a apporté une solution à ce qui était un problème à l'époque et qui n'est plus tant, je pense, à ce souci de développeurs spécialisés dans un secteur. Donc, il y avait vraiment une réticence de la part des acteurs qui avaient pris possession des terrains que je vais présenter, de développer des activités productives. Parce que aucune vue sur la rentabilité de ces espaces, à qui ils vont pouvoir les vendre, quel type d'activité. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inconnus sur les activités qui vont prendre place dans cet espace, mais on se dit qu'au moins,
ces espaces sont là et des grandes surfaces avec des hauteurs sous plafond suffisantes ont été préservées dans le tissu urbain bruxellois pour permettre d'accueillir des fonctions. Donc ça, c'est pour les concours. Il y a peut-être aussi un point qui est intéressant, c'est donc, on remarque que les développeurs sont souvent spécialisés, les développeurs privés. Hein. Je pense que dans le public, c'est différent. Mais les architectes aussi, en fait, sont souvent spécialisés. Et donc, l'organisation de concours permettait aussi de trouver des solutions innovantes à la cohabitation des fonctions, la mixité imposée, mais aussi de voir qui était intéressé de trouver des solutions et qui était aussi intéressé de concevoir des espaces d'activité productive, qui était quand même une fonction assez délaissée par rapport, on va dire, à l'architecture et à la qualité de l'architecture. Les 4 projets que je vais vous présenter donc, se situent tous dans le territoire du plan Canal. Il se situe également, en tout cas 3 des 4 projets, donc c'est ceux entourés ici en rouge, se situent en ZEMU, le mauve clair, le mauve foncé est la zone d'industrie urbaine. Il y en a un qui se trouve en bordure, vraiment à l'articulation entre 2 zones ZEMU. Alors j'ai choisi ces projets parce que ce sont des projets assez exemplaires et innovants en comparaison aux coûts partis, donc aux premiers projets de ZEMU qui ont été réalisés. On le disait, la ZEMU était une nouvelle zone que tout le monde devait s'approprier, en fait, que tous les acteurs de la ville devaient s'approprier. Et donc, il y a des permis qui ont été délivrés pour des projets en ZEMU de plus de 10 000 m², non pas avec, par exemple, un socle d'activité productive, mais avec un socle de commerce, parce que la région, je pense, ou en tout cas les différents acteurs publics n'étaient sans doute pas suffisamment armés face aux développeurs privés pour argumenter par rapport à cette fonction faible qu'est l'activité productive. Le commerce est quand même quelque chose de plus connu dans le chef des développeurs privés. Et donc, les premières ZEMU ont été développées de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des coûts partis. Les projets que je vous présente vont plus loin, en fait, et répondent à cette question de la ville productive. Et donc, ils ont fait tous les 4 l'objet d'un concours, ça je l'ai déjà dit. Le premier projet, donc dans l'ordre, juste pour que vous situiez un petit peu, on est en bordure du canal de Bistebroek, principalement sur la commune d'Anderlecht. 3 sites plus ou moins le long de l'eau, sauf le dernier ici. Et on va parcourir le premier site, le projet Urbanitize, le suivant Athénor City Docks, le 3e dans l'ordre de l'ERF et le 4e Mobilis. Voilà. Donc le premier site, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, ok, super. Le premier site, en fait, c'est il aussi. Une partie va être cédée comme espace public dans le cadre de la réalisation du PPS, du plan particulier d'affectation du sol porté par la commune d'Anderlecht pour toute la zone. Je ne vais pas m'attarder sur ce plan en particulier parce qu'il précise en fait la ZEMU. Et donc, le projet prend place sur le carré ici. C'est un projet qui est porté par Privan, donc un promoteur privé qui a acquis le site en 2007, donc quand le site était encore en zone d'industrie urbaine. C'est un site qui fait 2,4 hectares. Alors, ce qu'on peut dire aussi, et c'est notamment, je pense, en lien avec la question de la densité, que tous ces sites ont des enjeux de pollution énormes, avec des coûts de pollution estimés qui sont souvent pas suffisants pour répondre à la pollution réelle et à l'ambition de dépollution réelle. Et donc, c'est souvent, bien sûr, la question de la densité est souvent liée avec aussi cette question de la pollution. Le programme proposé, il fait 77 000 m², 62 000 m² de logement et 15 000 m² d'activité productive. On est sur une typologie, c'est la typologie du PPS Bistebroek, d'avoir des socles
avec des logements au-dessus, donc une mixité en superposition. Nous, on prône également la mixité en juxtaposition, on la verra un peu plus loin dans un autre projet, parce qu'on pense que l'ensemble de ces zones-là ne peuvent pas juste devenir des socles d'activité productive avec des logements au-dessus. On pense que les logements doivent parfois redescendre sur terre et avoir un ancrage dans l'espace public. Voilà, ça c'est une petite aparté. Donc un concours a été lancé, qui a été remporté par une association momentanée composée des bureaux B2AI, MSA et Plus Office. Donc c'est un modèle qui aujourd'hui, on pourrait caractérisé d'un peu standard, même si à l'époque, c'était totalement innovant. Donc, ce socle d'activité productive surmonté de logements, avec un socle qui est desservi par une cour centrale. On le voit plus loin sur les images, peut-être juste terminer sur ce schéma-ci. Et ce qui était intéressant également, et Constance en a également parlé en mentionnant les logements combos, c'est une imbrication. Alors, on voit dans le schéma que le logement percole dans le socle et que le socle percole dans le logement, donc une espèce de typologie intermédiaire entre ce socle d'activité productive et les logements au-dessus. C'était quelque chose qui a été donc exploité en coupe. Donc, les coupes pour ce type de projet mixte sont toujours très utiles et intéressantes comme outil. Donc, ce qu'on voit dans la coupe ici sont bien sûr les espaces d'activité productive en double hauteur, en tout cas avec une hauteur suffisante et une interface mezzanine, sans doute pour accueillir des fonctions peut-être plus accessoires, tertiaires liées à l'activité productive. Une cour centrale, donc la cour productive couverte, qui permet de gérer toute la logistique liée aux activités productives, avec des espaces de stationnement et des espaces de déchargement pour les espaces d'activité productive, le tout surmonté de logements. Ici, c'est une image globale du projet. Le concours portait sur la première partie du projet, donc les 2 premières tours de logement, le socle et puis une barre ici. Le projet est en cours, un permis a été déposé. Ce qui est intéressant, et c'est aussi la raison pour laquelle on défend les concours, c'est que le concours est vraiment le lieu d'exploration de différentes possibilités spatiales pour un programme donné. Donc, on voit ici les recherches qui ont été effectuées dans le cadre du concours par l'association des bureaux pour créer des espaces qui sont adaptés à cette fonction et qui vont pouvoir accueillir ces fonctions. Le tout n'est pas juste de faire un espace grand, vide, avec une hauteur sous plafond suffisante, mais il faut aussi réfléchir à l'accessibilité, à la logistique, aux rayons de braquage d'un semi-remorque, à la forme de la structure qui permet d'accueillir dans ces espaces des semi-remorques qui ne font pas l'objet de dimensionnement ordinaire par les architectes, en fait. Et aussi la question de la flexibilité, donc on en parlait, liée aussi aux activités économiques. Donc, je veux m'étendre, je veux rétrécir mon activité. Donc, quelque chose de suffisamment flexible pour le permettre. Un plan du rez-de-chaussée où on voit, les plans du rez-de-chaussée sont aussi toujours très intéressants, où on voit les noyaux de logement qui viennent s'imbriquer dans les espaces d'activité productive. Et c'est un enjeu qui est important quand on parle de cette typologie socle plus logement, c'est l'activation des rez-de-chaussée par les activités productives. Donc, on demande aux activités productives d'avoir une façade pas active, mais en tout cas un certain linéaire actif, mais aussi des noyaux de logement suffisamment spacieux aussi pour être qualitatifs et accueillants pour les futurs habitants. Et donc, on voit en gris toute cette cour productive qui permet la logistique des différentes activités productives et qui est couverte et donc sans doute moins nuisante en termes de bruit pour les logements qui viendront au-dessus. Ce qui n'est peut-être pas montré dans les images, c'est l'exploitation aussi de la terrasse, de la toiture terrasse, au profit des logements qui y ont accès, mais aussi au profit des activités productives qui tirent leur lumière et qui ont accès à cette toiture. Voilà, c'est un projet qui est en cours de développement. Deuxième projet, on n'est plus sur le modèle standard dont je vous parlais.
On est juste ici, donc le site est voisin du site Urbanitis, du projet Urbanitis dont je viens de parler. Le promoteur Athénor, un promoteur spécialisé dans le logement qui acquiert ce site en 2011 et qui se voit obligé de réaliser de la mixité fonctionnelle. Il fait un permis de lotir pour développer son site, il lotit petit à petit. Le permis de lotir doit répondre à la ZEMU, mais chaque permis d'urbanisme du coup, ne doit pas répondre spécifiquement aux prescriptions de la ZEMU puisque le permis de lotir, lui, y répond. On propose, les premiers développements se font sans concours. On accompagne le développeur privé pour l'organisation d'un concours pour les 3 lots qu'on voit ici, le lot 4, 5 et 6. De nouveau, cet enjeu de mixité fonctionnelle, d'activité productive, avec une nappe phréatique assez proche. Et donc, le projet lauréat est le projet qui change un petit peu cette combinaison de fonctions. Donc, plutôt que de venir mettre le parking en sous-sol dans des terres polluées avec une nappe phréatique assez proche, il propose, lui, c'est ce qu'on voit dans le schéma ici, et donc c'est un pas en plus vers des réponses innovantes face à cette question de mixité fonctionnelle, d'intercaler le parking entre les espaces d'activité productive qui s'installent au rez-de-chaussée et les logements aux étages. Donc, c'est un espace de parking et donc sans sous-sol. L'espace de parking a une hauteur sous plafond suffisante de 3 mètres que pour aussi être reconverti plus tard en totalité ou en partie si les besoins en parking se font moins intenses. Ce qui, en fait, d'une certaine manière, complique ou augmente le nombre de mètres carrés du projet, mais le promoteur a fait son équation et a décidé que cette solution était la meilleure solution par rapport à sa demande. De nouveau, le plan du rez-de-chaussée, on se retrouve avec un accès logistique intérieur qui permet de desservir par l'intérieur les espaces d'activité économique pour de nouveau essayer de créer le moins de nuisances possible pour les logements. On voit ici donc les bulles blanches, ce sont les noyaux d'accès au logement qu'on demande également d'être suffisamment spacieux et conçus de manière intégrée avec les espaces d'activité économique, donc qui ne soient pas le résultant de l'activité économique et inversement que l'activité économique ne soit pas le résultant des noyaux de circulation du logement. Et donc on voit là l'espace tampon créé, la zone buffer, qui permet de mettre un peu à l'écart les logements de l'activité productive et d'apporter ce tampon supplémentaire par rapport aux nuisances que pourraient générer les activités productives. Troisième projet, une échelle un peu plus grande. Et donc là, c'est plutôt l'enjeu de plus tant de la superposition des fonctions. On a vu, les 2 modèles sont en superposition, l'un avec une tranche de parking intercalée. Ici, on est plutôt sur une juxtaposition de fonctions. On est de nouveau sur un site en ZEMU, avec cette obligation de faire des activités productives, obligation de faire du logement. Et en plus, le promoteur est un promoteur qui, lui, est spécialisé dans le développement d'écoles. Donc, il construit des écoles qu'il revend ensuite principalement à la communauté flamande. Et donc, il s'ajoute une contrainte supplémentaire dans l'équation de la ZEMU, dans le sens où il rajoute un programme d'école qui ne permet pas de diminuer les activités productives ou le nombre de logements, mais qui justement gonfle cette enveloppe. Il propose une organisation, donc ça c'est le master plan qui a été réalisé par leur architecte au départ, avec en rouge le programme de l'école, en bleu du programme de logement. Les 3 plots sont des plots de logement abordable et la tour en bordure de canal et une tour de logement libre. Le tout superposé sur un socle d'activité productive qui tire profit de la pente, en fait. Donc, il y a une différence de niveau entre le niveau côté canal et le niveau côté quartier habité. Et le projet tire profit de cette pente pour y installer des locaux d'activité économique qui permettent de répondre à la ZEMU tout en développant le programme de logement et le programme d'école. Avec ces programmes en juxtaposition. Le dernier projet, c'est une étape encore plus loin dans la mixité fonctionnelle. C'est aussi en guise d'ouverture, dans le sens où on est sur un site qui appartient à D'Ieteren Immo.
D'Eateren Immo est le bras immobilier du groupe d'Eateren, donc les vendeurs de voitures, mais pas que, les vendeurs de mobilité, en fait, comme ils se positionnent aujourd'hui. Ils avaient un projet de renouveler le showroom, en fait, multimarque qu'on voit ici, donc de redévelopper, mais sur un modèle très périphérique, une boîte entourée de parking avec 3 showrooms dedans. Le équipe Canal, par lequel on essaye d'intégrer les principes dont j'ai parlé plus tôt, donc des principes de mixité fonctionnelle, même si on ne se trouve pas en ZEMU ici, c'est l'exception, on est en zone d'industrie urbaine, mais aussi des principes de densité, de compacité, etc. Et donc, d'Eateren est partant, et qu'on détermine son programme d'Eateren Car Center, donc programme DDC, qui représente plus ou moins 15 000 m². Et donc, en amont, on avait défini avec eux le cadre urbanistique du projet. Le reste, un différentiel de 9 000 m² pour des fonctions complémentaires. Et donc, ils décident de lancer un concours sur base de ce programme. Donc, souvent, un concours, on aime bien que le programme soit défini de A à Z et soit le plus précis possible pour que la réponse soit la plus juste possible. Ici, justement, on laisse 9 000 m² sur 24 000 m² de fonctions indéfinies. Et c'est l'architecte ou les équipes d'architectes qui doivent faire des propositions. XDGA remporte le concours avec cette proposition qui, d'une part, et c'était une demande express de d'Eateren, d'avoir des showrooms qui ne sont pas superposés. Donc, on avait parlé de cet enjeu de superposition de fonctions. d'Eateren voulait absolument des showrooms qui étaient côte à côte, égaux à égaux d'une certaine manière, pour ne pas donner une préférence à l'un ou à l'autre. C'est très compliqué dans leur gestion des marques. Et c'est quelque chose qu'on entend, qui était dans le programme. XDGA lui fait une proposition de superposition des showrooms d'une part, répond ensuite à l'ensemble du programme des 15 000 m², et en parallèle développe différentes fonctions de mixité qui sont, je ne vais pas dire assez banales, ce n'est pas tant le sujet du projet. Donc, il y a de l'agriculture urbaine, il y a de l'ORECA, il y a des bureaux supplémentaires, il n'y a pas de logement parce qu'on est en zone d'industrie urbaine, mais il y a toute une série de programmes qui peuvent prendre leur place en zone d'industrie urbaine. Donc, c'est d'une part un projet assez innovant qui densifie la zone d'industrie urbaine, qui a un caractère beaucoup plus urbain, avec des parkings intégrés, avec plusieurs étages, des fonctions qui sont superposées. Mais c'est un projet qui va encore plus loin dans le sens où, et je vais revenir sur cette slide-ci, j'ai juste une petite fenêtre qui m'empêche de la voir, dans le sens où cet inconnu par rapport au programme a poussé l'architecte à développer, à faire une proposition qui est en fait une structure capable, une structure primaire, surdimensionnée. Donc, on a sans doute plus aujourd'hui l'habitude de surdimensionner. Ici, il a proposé un surdimensionnement en termes de charge utile qui double la charge nécessaire dans la structure, mais aussi un surdimensionnement en termes de dimensionnement structure, avec une structure qui fait 16 mètres par 16 mètres sur 7 mètres de haut. Et donc, il y a cette structure de base, qui est une première structure en béton, dans laquelle il est possible d'intercaler une deuxième structure qu'on voit dans le deuxième schéma là, métallique, elle, beaucoup plus légère, flexible, démontable, etc. Donc, le projet a vraiment été conçu en couches successives, dans une logique de circularité aussi, avec une première base qui est là pour durer 100, 150 ans, et puis d'autres couches qui ont chacune leur durée de vie. Et donc, ça va un pas, on va dire, plus loin, un peu au-delà de cette mixité fonctionnelle où on n'a pas une réponse architecturale pour 2 ou 3 programmes bien définis, mais plutôt un volume capable qui, d'ailleurs, selon les mots de l'architecte, ce n'est pas un bâtiment qui peut s'adapter à l'infini, donc on peut modifier à l'infini, mais c'est une structure dans laquelle tout peut arriver. Et donc, ça, c'est intéressant, en fait, je pense, dans la question de la mixité fonctionnelle, de ne pas non plus être trop précis par rapport aux questions de mixité fonctionnelle, mais aussi avoir des programmes qui sont capables de tout, enfin, des structures qui sont capables de tout accueillir. Voilà. Donc, ça, c'est un pas encore plus loin, je pense. Je vais vite conclure en disant que cette imposition de mixité fonctionnelle, notamment par le changement du cadre réglementaire, a permis
a permis à Bruxelles, je pense, d'être innovant en termes de cohabitation de fonctions et de mixité fonctionnelle. Et donc, en étant innovant, on devient aussi exemplaire pour d'autres villes, en fait, qui viennent prendre exemple sur Bruxelles. Donc, ça nous a permis, nous, d'élaborer une petite brochure qui est disponible sur notre site avec tous les projets. C'est pas ciblé mixité fonctionnelle, mais c'est ciblé ville productive. Une revue d'architecture, Architecture d'aujourd'hui, a fait un numéro spécial sur Bruxelles en tant que ville productive également. Une recherche de nouveau contexte français très récente vient d'être faite en collaboration avec CityDev, qui, je le rappelle, est un acteur public de la mixité fonctionnelle. Aujourd'hui, les enjeux à Bruxelles, donc la question, la thématique de la ville productive, je pense qu'elle a bien percolé. Et aujourd'hui, l'enjeu bruxellois, en tout cas, est la reconversion des quartiers tertiaires, notamment en quartier nord et quartier européen, en quartier mixte, et la reconversion des bureaux, des immeubles de bureaux. Donc, on l'a vu, il y avait une vacance, en tout cas à Bruxelles, qui était assez énorme, qui a été amplifiée par la généralisation du télétravail lié à la crise. Et donc, il y a toute une réflexion qui commence à être menée sur la question de reconversion de bureaux en logement, en équipement, en école, et donc l'introduction de la mixité dans ces quartiers aujourd'hui encore trop monofonctionnels. Voilà, j'ai terminé et voilà, j'espère avoir été